Bonjour, dans cette deuxième séance, on va détailler un peu plus l'analyse lexicale. On a dit que c'est la première étape de compilation. On va commencer par une définition un peu plus détaillée. Après ça, on va parler des expressions régulières, comment est-ce qu'on peut réaliser l'analyse lexicale, soit avec les expressions régulières ou les automates. Et dans les expressions régulières, nous allons commencer par une définition. Après ça, nous allons définir c'est quoi un alphabet, mot, langage. Puis les propriétés des expressions régulières et la syntaxe des expressions régulières. Dans la prochaine séance, nous allons parler d'une autre façon de réaliser les expressions régulières en se basant sur les automates à état fini. On commence maintenant par la définition. L'analyse lexicale s'assure que tous les mots utilisés dans le code source appartiennent au langage haut niveau. Par exemple, si le fichier du code source contient « je comprends bien » et que le langage haut niveau est le français, alors l'analyse lexicale produira un ensemble de mots et définira si chaque mot de cet ensemble appartient au langage haut niveau. Dans notre cas, c'est le français. Donc, le premier mot qu'elle va produire est « je » et elle spécifiera qu'il appartient au langage haut niveau. Ensuite, elle trouvera le mot « comprend » et spécifiera qu'il appartient au langage haut niveau. Finalement, elle détectera le mot « bien » et spécifiera qu'il n'appartient pas au langage haut niveau. La première étape de l'analyse lexicale consiste donc à détecter les mots composant le code source. Le découpage du code source est alors effectué en se basant sur la description physique des mots. En compilation, on utilise plutôt lexème au lieu de mots. Le lexème est donc l'unité lexicale. Un lexème est une séquence finie de symboles de l'alphabet du langage. Les espaces retour à la ligne sont ignorés parce qu'ils n'ont aucune incidence sur la signification du programme. Pour résumer, la première étape de l'analyse lexicale consiste à convertir le code source en une séquence de lexèmes. La deuxième étape de l'analyse lexicale consiste à spécifier si chaque lexème appartient ou non au langage haut niveau. Comme il est impossible d'énumérer tous les lexèmes possibles d'un langage, par exemple énumérer tous les noms de variables qu'on peut utiliser en C#, alors la validation s'effectue en définissant des jetons, qui sont des parties logiques du fichier source, puis en associant chaque lexème à un jeton. Si on revient à l'exemple, on peut définir un jeton variable en étant un ensemble de symboles de l'alphabet commençant par une lettre. Les lexèmes IP et Z seront associés à ce jeton et vont donc appartenir au C#. Et c'est le lexème qui ne peut être associé à aucun jeton qui n'appartient pas au langage. Un jeton représente une partie logique du fichier. Donc, pour nos langages de programmation, on va avoir des jetons, des mots-clés, des jetons variables, des jetons opérateurs, des littéraux, etc. Chaque jeton peut avoir des attributs optionnels qui sont des informations supplémentaires tirées du texte. Par exemple, si l'analyse lexicale découpe les 3 caractères 1, 3, 7, donc nous avons un lexème 1, 3, 7. Ce lexème peut être associé au jeton entier et ce jeton, il va avoir une propriété valeur numérique qui est égale à 137. L'analyse lexicale consiste à découper le texte en unités lexicales conformément à la définition lexicale du langage. Un jeton est associé à un ensemble de lexèmes qui peut être fini ou infini, comportant un, plusieurs ou une infinité d'éléments. Par exemple, le jeton entier.
Un langage peut être décrit par l'ensemble de ses lexèmes. Les expressions régulières, les automates ou les grammaires permettent d'associer chaque type de jeton à un ensemble de lexèmes potentiellement infini. Ils permettent donc de décrire un langage. Expression régulière. C'est quoi une expression régulière? Une expression régulière est une chaîne de caractères qui permet de décrire un ensemble de chaînes de caractères avec un format bien défini. Cet ensemble peut être fini ou infini. Puisqu'elle décrit un ensemble de chaînes de caractères, l'expression régulière permet aussi de vérifier si une chaîne de caractères appartient ou non à cet ensemble. On peut la voir comme un moule qui spécifie à quoi ressembleront ces instances et en même temps, il permet de vérifier si une instance vient de lui ou non. Une expression régulière permet d'énumérer, quand c'est possible, de manière exhaustive, toutes les chaînes d'un format donné. Par exemple, une expression régulière permettra de décrire les chaînes A, B, C, D, A, 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 D, qui ont toutes le format suivant. Ce sont toutes des chaînes de caractères qui commencent par A. Cette expression régulière est A star, A étoile. Une expression régulière permet donc de spécifier formellement un modèle. L'écriture d'une expression régulière suit une syntaxe bien précise. On utilise les expressions régulières pour vérifier si une chaîne de caractères respecte la syntaxe de l'expression, retrouver des sous-chaînes qui respectent une certaine syntaxe à l'intérieur d'une chaîne de caractères, remplacer des sous-chaînes qui respectent une certaine syntaxe à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Les expressions régulières sont un outil qui permet de décrire les mots d'un langage. Les langages décrits par les expressions régulières sont appelés langages réguliers, rationnels ou reconnaissables. On utilisera le terme langage pour faire référence au langage régulier. C'est quoi un alphabet, mot et langage? Un alphabet, souvent référencé par sigma, est un ensemble de symboles, comme les exemples que vous avez devant vous ici, des 0, 1, A, B, etc. Généralement, les caractères vides ne font pas partie des alphabets. Espace, tabulation, retour, chariot. Un mot sur un alphabet sigma est une séquence finie de symboles de sigma. Ça veut dire, si l'alphabet par exemple est de 0, 1, donc toutes les combinaisons qu'on peut avoir des deux éléments 0 et 1. La chaîne vide est représentée par epsilon. Pour les opérations sur les mots, on peut faire de la concaténation. La concaténation de deux chaînes X et Y donne lieu au mot XY. Par exemple, si on prend les deux mots suivants, il suffit juste de mettre le premier après le deuxième. Là, on vient de concaténer les deux mots et nous avons un nouveau mot. La deuxième opération, c'est la puissance. Donc, x à la puissance 0, c'est l'élément vide, c'est la chaîne vide. X à la puissance n est x concaténé à xn-1. Bien sûr, si n est supérieur à 0. Par exemple, donc, si on a le 0, 0, 1, 1, 3 à la puissance 3, ça va être le même concaténé à lui-même au carré, et lui-même au carré, c'est lui-même concaténé à lui-même. Donc, on va répéter 3 fois la même chaîne. Donc, exercice avec l'alphabet AB, trouver l'ensemble de tous les mots construits à partir de cet alphabet de longueur 2, deuxièmement de longueur 3 et troisièmement tous les mots qui commencent par A. Donc, vous pouvez faire une pause pour répondre aux 3 questions et après ça passer
pour voir la solution. Donc, avec l'alphabet AB, l'ensemble de tous les mots construits à partir de cet alphabet de longueur 2 est AA, AB, BA, BB. On fait juste toutes les combinaisons possibles. L'ensemble de tous les mots construits à partir de cet alphabet de longueur 3, donc sigma 3 c'est sigma, sigma carré, on vient de trouver sigma carré, donc on fait les combinaisons entre AB et AA, AB, BA, BB. Maintenant, l'ensemble de tous les mots construits à partir de l'alphabet AB qui commence par un A, là nous avons un ensemble infini, donc toutes les combinaisons qui commencent par A. Maintenant, la définition d'un langage. Un langage sur un alphabet sigma est l'ensemble de tous les mots construits à partir de l'alphabet sigma. Donc, quelques cas triviaux, le langage vide et aussi le langage réduit en mots vides qui contient juste la chaîne epsilon, la chaîne vide epsilon. Les opérations sur les langages. On peut faire une union. Donc, l'union des deux langages L et M est tout x tel que x appartient à L ou x appartient à M. Par exemple, si l'alphabet est ABC, le langage L1 est AB et le langage L2 est BAC, BC, alors l'union de L1 et L2 est l'ensemble A, B, BAC et C. On prend juste tous les éléments. C'est un ensemble, bien sûr, on ne répète pas les éléments. La deuxième opération, c'est la concaténation. La concaténation des deux langages L et M est tout XY tel que X appartient à L et Y appartient à M. Par exemple, si l'alphabet est ABC, le langage L1 est l'ensemble AB, le langage L2 est l'ensemble BAC, BA, alors la concaténation de L1 et L2 est le langage L1, L2 qui est l'ensemble ABAC, AB, AA, BBAC, BB, BA. L étoile est l'ensemble des éléments contenant la chaîne vide epsilon. L plus est l'ensemble des éléments sans l'élément epsilon. Donc si on prend l'exemple, si sigma est A, l'alphabet est A, donc le langage L est A, donc L à la puissance 0 est l'ensemble contenant le seul élément qui est epsilon. L à la puissance 1 est l'ensemble des mots à partir de l'alphabet, donc juste A, de longueur 1, c'est donc l'ensemble contenant le seul élément A. L à la puissance 2 est l'ensemble des mots à partir de l'alphabet de longueur 2, c'est donc l'ensemble contenant le seul élément AA. Et etc. pour L3, L4. Donc juste pour montrer que L plus est l'ensemble de tous les éléments de longueur de 1 à l'infini. Donc L1, L2, L3, donc il ne contient pas L à la puissance 0. Il ne contient pas donc l'élément epsilon. L étoile est donc l'ensemble de tous les éléments de longueur de 0 à l'infini. Alors il va contenir l'élément epsilon. Quelles sont les propriétés des expressions régulières? Soit un alphabet sigma, une expression régulière définie sur sigma ainsi que les langages qu'elle définit sont comme suit. L'ensemble vide est une expression régulière qui définit le langage ensemble vide. Et epsilon est une expression régulière qui définit l'ensemble qui contient le seul élément epsilon, qui est la chaîne vide. Il y a une différence entre les deux. Le premier est un ensemble vide, le deuxième est un ensemble qui contient un élément. Cet élément est la chaîne vide epsilon. Pour tout A dans sigma, A est une expression régulière qui définit le langage A. Par exemple, si on considère l'expression régulière if, l'ensemble des éléments que je peux avoir de cette expression régulière est
if. L'expression régulière résultante de l'expression régulière x ou l'expression régulière y définit le langage Lx union Ly. Ça veut juste dire que les éléments du langage Lx union Ly viennent soit de l'expression régulière x, soit de l'expression régulière. Et on termine avec la syntaxe des expressions régulières. Une expression régulière est composée d'un ou plusieurs motifs. Chaque motif sert à vérifier une partie de la chaîne de caractères. En général, on utilise une expression régulière pour vérifier si une chaîne de caractères respecte la syntaxe de l'expression, retrouver des sous-chaînes qui respectent une certaine syntaxe à l'intérieur d'une chaîne de caractères, remplacer des sous-chaînes qui respectent une certaine syntaxe à l'intérieur d'une chaîne de caractères. La syntaxe des expressions régulières. Dans une expression régulière, on va retrouver des littéraux, des métacaractères, des classes de caractères, des encres, des alternatives, des groupes. Les littéraux sont des caractères qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ça veut dire, si je trouve dans une expression régulière un ON, je ne peux pas les remplacer par quelque chose d'autre. Donc, dans la chaîne bonjour, si je cherche ON, tout ce que je vais reconnaître, c'est ON. Il est à noter que les chaînes de caractères sont sensibles à la casse. Donc, il faut respecter les minuscules majuscules, sauf si on utilise un métacaractère. Les métacaractères. Les métacaractères sont des caractères qui ont une signification. Par exemple, si on trouve des crochets, ça veut dire qu'on spécifie un ensemble. Ça, c'est une classe de caractères. L'anti-slash, son rôle, c'est d'ignorer la spécificité du métacaractère qui vient après. C'est un caractère d'échappement. Pour le crochet, par exemple, c'est un métacaractère, mais si on met un anti-slash avant le crochet, ça veut dire qu'on cherche vraiment un crochet dans la phrase. Le chapeau, l'accent circonflexe, elle sert à reconnaître tout caractère sauf ce qui suit. C'est une négation. Il sert aussi à indiquer le début de la ligne. $, c'est pour la fin de ligne. Le point, il remplace n'importe quel caractère sauf la fin de ligne. Un intervalle, le tiré, c'est 2 jusqu'à point d'interrogation. L'élément qui suit peut se répéter 0 ou une fois. Le plus, l'élément qui suit peut se répéter 1 ou plusieurs fois. N,M, l'élément qui suit doit se répéter au moins n fois et au maximum m fois. N, l'élément qui suit se répète au moins n fois, n exactement n fois. Les parenthèses, c'est un groupe, c'est une sous-expression. Et le OU, c'est un opérateur logique. L'étoile, c'est que l'élément qui suit peut se répéter 0 ou plusieurs fois. Donc les classes de caractères, on utilise les crochets, comme on avait déjà expliqué, pour définir les classes de caractères. Mais c'est juste un seul de ces caractères sera utilisé. Par exemple, si on met entre crochets 1-5, ça veut dire que je dois choisir un seul caractère entre 1, 2, 3, 4, 5. Entre crochet AD veut dire aussi qu'on va choisir un caractère entre A, B, C, D. Donc on peut en profiter pour spécifier n'importe quelle lettre de l'alphabet. Donc entre crochet A minuscule Z minuscule, A majuscule Z majuscule. Ça veut dire qu'on va choisir une lettre, soit majuscule, soit minuscule.
L'accent circonflexe, on l'utilise pour la négation d'une classe. Par exemple, on prend l'exemple qu'on a déjà utilisé. Donc, entre crochets, 1-5, mais cette fois-ci, on a un chapeau avant le 1. Tout ce que ça veut dire, c'est ça ne doit pas être un élément entre 1 ou 5. Donc, c'est n'importe quel caractère, sauf 1, 2, 3, 4, 5. La même chose pour le AD. Le tiret, le moins, donc on peut l'utiliser pour la soustraction dans une classe. Par exemple, donc n'importe quelle lettre de l'alphabet, sauf I, M, N. Dans une classe de caractères, à l'exception de l'anti-slash, crochet, chapeau, moins, qui ont une signification particulière, les autres métacaractères n'ont pas à être échappés. Ils sont considérés comme étant des littéraux. Donc les classes de caractères particulières, donc anti-slash D, ça c'est pour spécifier n'importe quel chiffre, de 0 à 9. Anti-slash D majuscule, c'est la négation de anti-slash D, c'est-à-dire un caractère qui n'est pas un chiffre. Anti-slash W, c'est un caractère alphanumérique. Anti-slash W majuscule, c'est un caractère qui n'est pas alphanumérique, les autres caractères. Anti-slash S, c'est un espace, que ce soit une tabulation, un saut de ligne ou juste un espace. Anti-slash S majuscule, c'est un caractère qui est différent de l'espace. Les encres. Les encres sont des métacaractères qui servent à définir une position. Avant des caractères, après des caractères ou entre des caractères. Par exemple, le chapeau, si on l'utilise au début, donc ça veut dire c'est une chaîne qui commence par ce qui vient après le chapeau. Comme ici, c'est une chaîne qui commence par un A. Elle doit commencer par A. Le dollar, c'est qu'elle doit se finir. Donc le A doit finir la phrase. Anti-slash B minuscule. Ce sont des limites, représentent la position qui limite un mot, soit au début, soit à la fin. Par exemple, si on met après UT, on met un anti-slash B, ça veut dire que salut, elle respecte cette syntaxe parce qu'elle se termine avec UT, mais salutation n'est pas acceptée parce que le UT n'est pas à la fin, n'est pas à la limite du mot. Ici, on a un anti-slash B au début et un anti-slash B à la fin. Et nous avons un S après l'anti-slash B. Ça veut dire que ça doit commencer avec un S et un C avant l'anti-slash B. Ça veut dire qu'elle doit se terminer avec un C. Donc, on va accepter SAC, mais on ne va pas accepter sa coche parce que le C n'est pas à la limite, n'est pas à la fin de la phrase. Anti-slash B majuscule, ça veut dire c'est le contraire de anti-slash B. Il ne doit pas commencer, il ne doit pas se terminer avec. Le caractère OU, c'est une alternative, c'est le OU logique, donc c'est le choix entre deux choses. Par exemple, noir ou blanc, .com, .org, .net. Par défaut, les expressions régulières recherchent les chaînes les plus longues qui respectent la syntaxe. Mais il est possible de modifier ce comportement en utilisant le caractère point d'interrogation après le métacaractère de répétition. Par exemple, avec l'expression point étoile point d'interrogation 9 dans la chaîne 1, 9, 4, 3, 4, 5, 9, les deux sous-chaînes seront reconnues. On va reconnaître 1, 9 et on va reconnaître aussi 4, 3, 4, 5, 9. Donc les deux, ils se terminent par 9. Mais puisqu'on a un point d'interrogation ici, donc on peut accepter un 9. Sinon,
par défaut, on devait reconnaître juste toute la chaîne de 1 jusqu'à 9. Donc, étoile, point d'interrogation, c'est répéter 0 ou n fois avec le plus petit nombre de caractères. Plus étoile, c'est répéter au moins une fois avec le plus petit nombre de caractères. Deux points d'interrogation, c'est répéter 0 ou une fois avec le plus petit nombre de caractères. Les groupes, tout simplement pour dire qu'une expression peut être composée de plusieurs sous-expressions. Et chaque sous-expression est appelée un groupe. Et ce groupe, il est délimité par les parenthèses. Bien sûr que les groupes peuvent être imbriqués, ça veut dire un groupe à l'intérieur d'un autre groupe, à l'intérieur d'un autre groupe, etc. Exemple, un numéro de téléphone. Ici, le premier groupe qui est entre les parenthèses, nous avons un anti-slash D pour un chiffre de 0 à 9, et on va avoir 3 de ces chiffres. Donc on va choisir 3 entre 0 et 9. Ça peut être par exemple 4, 1, 8. Ce groupe-là, il doit se répéter deux fois. Donc on peut choisir par exemple 4, 1, 8, 2, 2, 2. Et après ça, nous avons 4 fois un chiffre de 0 à 9. La même expression, on peut l'écrire. Un chiffre, on doit choisir 3 chiffres entre 0 et 9. Ça, c'est le premier groupe. Et un deuxième groupe où on va choisir encore 3 chiffres de 0 à 9. Et après ça, on va choisir 4 chiffres entre 0 et 9.